Lors de la première visite officielle du chancelier allemand à Paris, Olaf Scholz et Emmanuel Macron ont insisté sur leur volonté de travailler ensemble. La Philippine Maria Ressa et le Russe Dimitri Muratov reçoivent à Oslo leur prix Nobel de la paix. Les deux journalistes appellent à protéger tous ceux qui se battent pour la liberté d'expression. Nouveau rebondissement dans la saga judiciaire visant le fondateur de Wikileaks. La justice britannique rouvre la porte à une possible extradition de Julian Assange vers les États-Unis. Troisième référendum d'indépendance en l'espace de 3 ans en Nouvelle-Calédonie, scrutin que les indépendantistes appellent à boycotter en raison de la pandémie. C'était son premier déplacement officiel à l'étranger depuis sa nomination au poste de chancelier allemand. Olaf Scholz a rencontré le président français à l'Élysée ce vendredi. Les deux hommes ont évoqué de nombreux sujets comme la protection des frontières extérieures de l'Union, la crise migratoire ou les relations avec la Chine et l'Afrique. Mais surtout, les deux dirigeants ont insisté sur leur convergence de vues et leur volonté de coopérer. Monsieur le chancelier, en tout cas j'étais très heureux, cher Olaf, de te recevoir à Paris aujourd'hui pour ce premier déplacement hors d'Allemagne, avant que tu ne rejoignes Bruxelles. Et j'ai pu voir des convictions solides sur beaucoup de ces sujets, une convergence de vues, une volonté de faire travailler ensemble nos deux pays et une conviction européenne que je connaissais déjà, ferme, déterminée et dont nous aurons besoin dans les mois et années à venir. Parmi les autres sujets abordés, la situation jugée préoccupante en Ukraine, alors que la Russie amassait de nombreux soldats à la frontière. L'Allemagne et la France, par exemple, et Monsieur le Président. Le développement de la situation en Ukraine nous inquiète tous. Il y a un important déploiement de troupes et il est important d'en parler dans tous les forums d'échange politique. C'est une bonne chose que le président américain ait cherché le dialogue avec le président russe. Et nous continuerons de notre côté à agir pour garantir de bonnes perspectives à l'Ukraine. Les deux dirigeants ont annoncé qu'une rencontre avec le président ukrainien Zelensky aurait lieu mercredi en marge du sommet pour le partenariat oriental à Bruxelles. Construire une Europe forte et souveraine. C'est le message du nouveau chancelier allemand lors de son déplacement vendredi auprès des institutions européennes. Olaf Scholz a retrouvé à Bruxelles des visages familiers comme celui de la présidente de la Commission européenne, l'Allemande Ursula von der Leyen. Tous deux veulent apporter des réponses aux crises traversées par l'Union européenne. Nous voulons une Union européenne souveraine. Cela veut dire que nous devons coordonner étroitement nos stratégies lorsqu'il s'agit de politique internationale. La grande ambition, c'est d'assurer une défense et une sécurité efficaces et que n'importe quelle menace contre un État membre ne peut pas être tolérée. Nous sommes évidemment inquiets par ce qui se passe le long de la frontière entre l'Ukraine et la Russie. Pour le nouveau dirigeant allemand, les autres dossiers pressants sont la lutte contre la pandémie de Covid-19 et la relance de l'économie. Le changement climatique fait aussi partie des priorités de la coalition allemande. Cette question pourrait cependant créer quelques difficultés avec la France, car Berlin ne veut pas entendre parler de nucléaire. Ce sera l'un des premiers grands tests pour le couple franco-allemand et il sera intéressant de voir comment l'Union va s'impliquer. La France est clairement en faveur du nucléaire et estime que cette énergie n'émet pas de gaz à effet de serre, ce qui est objectivement vrai, et donc cela devrait être considéré comme une énergie propre. A contrario, l'Allemagne s'est engagée à sortir rapidement du nucléaire. Le déplacement à Bruxelles d'Olaf Scholz prévoit aussi une rencontre avec le secrétaire général de l'OTAN. Tous ces entretiens se déroulent quelques jours avant le sommet européen la semaine prochaine, où il sera question de défense et de sécurité. Deux combattants de la liberté de la presse ont reçu à Oslo leur prix Nobel de la paix. La journaliste philippine Maria Ressa est cofondatrice du site d'information Rappler et le russe Dimitri Muratov est rédacteur en chef du journal indépendant Novaya Gazeta. Tous deux sont menacés dans leur pays. Ils ont néanmoins pu faire le déplacement en Norvège pour recevoir un diplôme, une médaille d'or et un chèque de plus de 980 000 €.
Les lauréats ont dédié leur prix à tous les journalistes à travers le monde à un moment où la profession est en danger. Une société et une démocratie saine sont dépendantes d'une information fiable, a réaffirmé la présidente du comité Nobel norvégien. Le lauréat de l'an passé a également assisté à la cérémonie qui n'avait pu avoir lieu en 2020. Il s'agit du directeur exécutif du Programme alimentaire mondial, David Beasley. L'agence de l'ONU avait été distinguée pour ses efforts de lutte contre la faim dans le monde et contre l'usage de la faim comme arme de guerre. Les États-Unis remportent une victoire dans leur bataille judiciaire pour faire extrader Julian Assange. À Londres, la Haute Cour a annulé une décision de première instance qui s'opposait à cette mesure. L'an dernier, une juge avait retenu notamment un risque de suicide pour le fondateur de Wikileaks s'il était remis aux autorités américaines. Ce vendredi, la Cour a estimé que les États-Unis avaient fourni suffisamment d'assurances pour répondre à ces inquiétudes. Sa compagne, Stella Morris, a annoncé qu'il ferait appel. Nous allons nous battre. Chaque génération a un combat à mener, celui-ci est le nôtre. Car Julian représente les fondamentaux de ce que cela signifie de vivre dans une société libre, d'avoir la liberté de la presse et pour les journalistes de faire leur travail sans avoir peur de passer le reste de leur vie en prison. Incarcéré depuis 2 ans et demi dans une prison près de Londres, Julian Assange avait été arrêté après avoir passé 7 ans dans l'ambassade londonienne de l'Équateur où il s'était réfugié. Washington lui reproche d'avoir diffusé des documents confidentiels sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. Les juges se sont dit rassurés par les promesses des États-Unis que Julian Assange recevrait tous les traitements médicaux dont il a besoin pour éviter le suicide et qu'il pourrait choisir de purger sa peine dans une prison de son Australie natale. La compagne d'Assange, Stella Morris, a qualifié la décision de dangereuse, de malencontreuse et de grave erreur judiciaire. Il s'agit d'un nouveau jalon dans une longue bataille au cours de laquelle Julian Assange a passé des années dans la clandestinité à l'ambassade d'Équateur et en prison ici à Londres, en attendant que la procédure judiciaire aboutisse. Et ce n'est pas la fin de l'histoire. L'équipe d'Assange va faire appel. Nouveau drame de l'immigration dans le sud du Mexique. La remorque d'un camion dans laquelle s'étaient entassés de nombreux migrants s'est renversée dans le sud du pays. Bilan, une 50aine de morts et des dizaines d'autres blessés, dont plusieurs graves. La plupart des victimes sont originaires du Guatemala. L'accident a eu lieu dans l'état du Chiapas, porte d'entrée des migrants en provenance d'Amérique centrale. Leur transport en camion est l'une des méthodes habituelles utilisées par les passeurs. Ils étaient plus de 200 à vivre dans ce tunnel sous le périphérique à Paris et aux alentours de ce passage entre le 19e arrondissement et le pré Saint-Gervais. Depuis 1 mois et demi, ils ont été évacués ce vendredi matin pour être relogés en Île-de-France ou transférés vers d'autres régions françaises. Fin novembre, plus de 300 riverains avaient manifesté et demandé le départ des sans-papiers. La Nouvelle-Calédonie doit-elle rester française ou devenir indépendante? Les électeurs du petit territoire du Pacifique sont à nouveau appelés à choisir leur destin ce dimanche lors d'un référendum d'autodétermination. Il s'agit de la 3e consultation organisée sur cette question depuis 2018, comme prévu par les accords de Nouméa signés il y a plus de 20 ans, après des années de violence entre les 2 communautés rivales, Caldoche et Kanak. Battus lors des 2 premiers scrutins, les indépendantistes kanaks nourrissent toujours l'espoir d'une victoire après avoir amélioré l'an passé leur score de 3 points et atteint près de 47% des suffrages. Mais ils ont décidé de boycotter le référendum de dimanche, mettant en avant l'impossibilité de mener une campagne équitable à cause de la pandémie. Il ne s'agit pas d'une élection provinciale ou d'une élection communale. Il s'agit d'une élection qui va définir notre avenir pendant les projets de 40 ans ou les 50 prochaines années. C'est quelque chose d'assez important. C'est la raison pour laquelle on a demandé de report pour permettre aux uns et aux autres d'avoir une bonne campagne. Autre donnée essentielle de ce référendum, le contexte politique. Les indépendantistes appellent à reporter le scrutin après l'élection présidentielle française du mois d'avril, appel refusé par le Conseil d'État. De son côté, le camp pro-français, hostile à l'indépendance, appelle au vote massif, en rappelant à ses partisans qu'une élection n'est jamais jouée d'avance. Peu disert sur cette question, le président français Emmanuel Macron a rappelé son devoir d'impartialité tout en ajoutant que la France serait moins belle sans la Nouvelle-Calédonie.
Le territoire bénéficie aujourd'hui d'une large autonomie, mais des compétences clés comme la défense, la sécurité, la justice et la monnaie demeurent entre les mains de Paris.